D'après vous, quel est le point commun entre un crash test, des médicaments et des toilettes publiques? Eh bien, aucun n'est conçu pour l'usage des femmes. Tout d'abord, les crash tests sont encore très majoritairement réalisés avec des mannequins aux standards masculins. D'ailleurs, d'après une étude de l'Université de Virginie, une femme connaît 73% plus de risques d'être blessée dans un accident de la route en frontal qu'un occupant masculin. Ensuite, les essais cliniques des médicaments sont encore très souvent menés sur des hommes, ce qui a pour conséquence une méconnaissance des effets secondaires sur le corps des femmes. Quant à nos bâtiments, ils comptent autant de toilettes pour hommes que pour femmes. Et pourtant, ces dernières gèrent encore largement l'échange des enfants et s'accommodent de menstruation, ce qui explique que les files d'attente s'allongent aux entr'actes. Et ce ne sont là que quelques exemples. Je suis Sylvia Caron, et comme la moitié des gens dans cette salle et sur cette terre, je suis née femme, pour ainsi dire, du mauvais côté de la barrière. Pourtant, étonnamment, jusqu'à mes 30 ans, je ne m'en suis pas vraiment rendu compte. J'ai grandi et vécu dans un monde parfait. Une enfance heureuse, des amis fidèles, des études plutôt faciles. Puis est venue la rencontre avec celui qui deviendra le père de ma fille, et 7 ans passés dans un emploi stable, sans vague. Mon quotidien et mes centres d'intérêt étaient tous tournés vers mes proches, sans aucune ombre au tableau. Je me sentais la plus normale qui soit, et j'en étais très heureuse. Pourtant, à y regarder de plus près, quelque chose manquait. Sur cette jolie photo de famille, il manquait l'arrière-plan. Il manquait le reste du monde en dehors de mon cocon. C'est bien simple, je ne prêtais aucune attention à mon environnement, au-delà des personnes qui m'entouraient et qui d'ailleurs me ressemblaient. J'étais dans ma bulle confortable et autocentrée, une zone complète d'ignorance qui ne m'amenait aucune remise en question ni défi. 10 ans plus tard, mon regard a totalement changé. Je vois les imperfections de la société qui m'entoure et j'ai conscience de mes propres failles aussi. Mon moteur personnel, c'est désormais de faire bouger les lignes autour de moi et de concourir à rendre notre monde meilleur. Mais alors, que s'est-il passé, me direz-vous? Eh bien, c'est simple. À mes 30 ans, ma situation personnelle a changé. J'ai divorcé et j'ai quitté mon emploi à l'environnement si familial. Ma bulle rose et si confortable a éclaté et malgré moi, le vrai monde m'est apparu. Au fil de mes nouvelles expériences professionnelles, j'ai peu à peu vu la toile se noircir et sortir de mon confort m'a montré une autre réalité, faite d'inégalités et de comportements sexistes, de la simple blague déplacée au harcèlement dont j'ai été témoin. Mais ce qui m'a le plus choqué, c'est d'avoir été écartée d'une réunion par une équipe de dirigeants parce qu'ils estimaient qu'en tant que femme, je n'y avais pas ma place. J'arrivais à peine dans l'entreprise que déjà je me sentais comme un cliché. La fille qui ferait le café. Alors, à force de vivre ces situations de sexisme hostile, j'ai de plus en plus ressenti colère et stupéfaction. Mais étais-je si naïve pour ne rien voir? Et surtout, comment peut-on mépriser à ce point ses collègues ou ses employés? Je comprends alors que je suis loin d'être la seule à vivre ces situations complètement banalisées. Et j'en arrive à cet amer constat, la société n'est faite ni par, ni pour les femmes. Je m'explique. En politique, comme dans nos entreprises, nos décideurs restent très largement des hommes. Le pouvoir religieux aussi est détenu par des hommes. Bien sûr, des progrès ont été faits ces dernières décennies, mais la société n'est toujours pas faite, pas construite par les femmes. Les normes sont également majoritairement établies pour des hommes. On l'a vu avec les exemples des crash tests, des médicaments et des toilettes publiques. La société n'est pas non plus pensée pour les femmes. Et quand on y pense, mais ça fait peur. Nous sommes encore toutes et tous victimes d'une pensée bien rodée
est profondément ancré en nous. C'est systémique, en fait. Tout ce qui nous entoure entretient ces représentations et justifie cette soi-disant normalité. D'ailleurs, je dois vous faire une confidence. Comme 9 personnes sur 10, j'ai moi-même nourri des préjugés sexistes durant toute ma vie, en tant que femme et aussi en tant que mère. Et probablement comme vous aussi, mesdames. Il m'est par exemple arrivé de spontanément m'étonner en voyant une patrouille de police uniquement composée de femmes, de douter de leur efficacité, avant de reprendre mes esprits et de me dire mais cette pensée sexiste ne m'appartient pas. Moi, je le sais bien, nous ne serions pas plus en sécurité si le groupe était mixte. Toute cette période de transition m'a permis de prendre peu à peu conscience du problème, mais aussi d'apercevoir mes propres biais. La normalité que je vivais jusqu'à présent comme un trophée s'avérait en fait être un cadeau empoisonné. Moi, je pensais que mon rôle de mère, c'était de faire passer ma famille avant tout. En réalité, il est au contraire d'éviter à ma fille l'entre-soi, pour l'inclure au monde. Et parce que tout ce que je fais, cette conférence y compris, c'est pour qu'elle sache que tout lui est possible dans la vie, c'est un combat que je mène pour ma fille, pour moi et pour toutes les femmes. Alors après l'ignorance et la prise de conscience est venue la mise en action et l'engagement. Aujourd'hui, je travaille dans l'informatique, un secteur historiquement très masculin. Et même si je n'ai jamais subi d'agissement sexiste, il est certain que nous n'avons pas la même conscience des choses avec mes collègues du genre opposé. Et c'est là, au travail, que j'ai organisé mon premier atelier. C'était un 8 mars, la journée internationale des droits des femmes. Pour l'occasion, j'ai utilisé des jeux de société spécifiques à cette thématique, histoire d'aborder un sujet sérieux avec un vecteur léger. Et c'est peu à peu cette première expérience que je suis devenue animatrice de la fresque du sexisme, et j'ai aussi pris le rôle de référente harcèlement sexuel et agissement sexiste au sein de mon entreprise. Petit à petit, au fil de tous ces ateliers organisés, j'ai compris 3 choses. Tout d'abord, les personnes qui y participent doivent en repartir avec des réponses, oui, mais surtout avec des questions. Ensuite, s'il est indéniable que les femmes sont les premières victimes du sexisme, les hommes aussi subissent des stéréotypes de genre. Les ateliers doivent être inclusifs. Enfin, 3e point, chaque rencontre aborde un sujet qui touche tous les genres, le sexisme bienveillant. Bien plus insidieux que le sexisme hostile dont je parlais précédemment, le sexisme bienveillant regroupe tous ces lieux communs, soi-disant valorisants, qui en réalité entretiennent les stéréotypes. J'entends encore souvent que les femmes sont sensibles, patientes et naturellement faites pour prendre soin des autres et de leur intérieur. Alors que les hommes sont forts, bricoleurs et contrôlent leurs émotions. Le problème avec ce type de préjugés, c'est qu'ils cristallisent des attributs genrés et nous mettent dans des cases. Non seulement cette binarité classe les gens, mais surtout elle les hiérarchise, comme à chaque fois qu'on essaie de distinguer des groupes au sein d'une population. Valide, non valide. Hétérosexuel, homosexuel. Homme, femme. L'un est considéré comme la norme et l'autre doit se battre pour accueillir les mêmes droits. Alors depuis tout à l'heure, je ne vous parle que de sexisme. Y aurait-il donc que ça qui pose problème dans nos sociétés? Bien sûr que non. C'est simplement la discrimination dont ma fille et moi sommes victimes. La seule qui m'est concrètement touchée. Mais alors, faut-il forcément être discriminé soi-même pour prendre conscience des problèmes? Car oui, je suis une femme cisgenre, mais je suis aussi blanche, hétérosexuelle, de classe moyenne, pas trop en surpoids, encore valide et pas encore senior. Hormis pour mon genre, je n'ai aucune raison d'être discriminée. On dit que je bénéficie de
privilège, une sorte d'immunité contre les difficultés que peuvent rencontrer les personnes souffrant de racisme, de LGBT-phobie, de grossophobie, etc. Cette posture de privilégié, moi, j'en avais pas pris conscience ces quelques années. Je pensais juste être normal. Et quand j'ai découvert, je me suis dit, mais c'est donc ça que ressentent les hommes qui ne mesurent pas les risques du sexisme. Comme le dit l'autrice et artiste Frances Kendall, demander à une personne blanche, hétérosexuelle, de reconnaître ses privilèges revient à attendre d'un poisson qu'il remarque l'existence de l'eau. Et c'est ça qui est si compliqué. Lutter contre les discriminations ébranle forcément celles et ceux qui n'en souffrent pas, car ça remet en cause leurs acquis. Pour estimer à quel point vous êtes peut-être vous aussi privilégié, je vous propose de regarder cette illustration. On y découvre quelques exemples de discrimination que l'on peut subir quand nous sommes en périphérie de la roue, ou pour lesquels, sans forcément nous en rendre compte, nous nous trouvons du côté des privilégiés au centre. Combien parmi nous se trouvent très majoritairement au centre? Et surtout, qui avait conscience de bénéficier d'autant de privilèges? Cette illustration permet d'aborder un concept encore méconnu, l'intersectionnalité. L'intersectionnalité, ça signifie que toutes ces discriminations sont entremêlées. On ne peut espérer en réduire une sans s'intéresser aux autres. Si vous subissez 2 types de discrimination, vous êtes à une intersection. Cumuler des préjudices revient comme à créer une discrimination à part entière. Ça ne vous rend pas plus visible, au contraire, ça vous marginalise d'autant plus. C'est comme tomber dans un angle mort, personne ne vous regarde. Prenons l'exemple d'une femme en situation de handicap, quel qu'il soit. À minima, cette personne relève de 2 discriminations, le sexisme et ce que l'on appelle le validisme, donc la discrimination binaire entre valide et non valide. Notre société repose sur un système de valeurs qui fait de la personne dite valide et sans handicap la norme sociale. Les personnes dites non valides sont le plus souvent perçues au travers de ce qu'elles ont, un trouble, une déficience, un stigmate. On ne les voit pas comme des personnes avec des capacités, des besoins ou des forces qui leur sont propres. Et cela peu importe leur genre. D'autant plus que les femmes qui ont un handicap sont pour la plupart du temps invisibilisées. C'est-à-dire qu'on considère qu'elles ont les mêmes expériences et besoins que les hommes dans la même situation. Concernant l'approche sexiste, les luttes traitent rarement les problématiques spécifiques aux femmes en situation de handicap. L'archétype de la féministe est le plus souvent indépendante, avec une certaine vie sociale. Elle se bat pour l'égalité des droits au travail ou contre les féminicides, par exemple. Or, les femmes qui ont un handicap luttent souvent davantage pour obtenir les droits que les valides possèdent déjà. L'inclusion, l'accessibilité aux bâtiments et services, la reconnaissance et la vie sociale. Résultat, les particularités propres aux femmes en situation de handicap sont rarement prises en compte. Et pourtant, rien que dans le domaine de l'emploi, la différence est impressionnante. Jugez plutôt. Dans le monde, le taux d'emploi des hommes en situation de handicap est de 53%, contre seulement 20% pour les femmes dans la même situation. Et quand elles parviennent à trouver un emploi, en général, il est moins bien payé. Deuxième chiffre, en Belgique, il a été mesuré qu'il y avait 10% de plus de femmes que d'hommes en situation de handicap qui vivent en dessous du seuil de pauvreté. La dépendance financière engendrée augmente les risques d'emprise et de violence. Ce qui nous amène au 3e point. En Europe, les femmes en situation de handicap ont 4 fois plus de risques d'être victimes de violences sexuelles que les femmes valides. C'est notamment dû aux difficultés d'expression et de compréhension des victimes et à l'ambiguïté cultivée autour de leur vie sexuelle. Voyez dans cet exemple comme il est complexe d'adresser les inégalités
les discriminations intersectionnelles et d'en être à l'écoute quand on ne les vit pas. Qui ici avait conscience que 80% des femmes en situation de handicap seraient victimes au moins une fois dans leur vie de violences physiques ou sexuelles? Il faut bien le dire, la reconnaissance d'un privilège, c'est confortable pour personne. Ça pique de se dire que, même si nous ne l'avons pas demandé, celles et ceux qui ne sont pas dans notre situation peuvent nous reprocher d'en bénéficier. Et puis, une fois qu'on en a pris conscience, comment réagir? Comment concrètement s'ouvrir aux luttes qui, d'apparence, ne nous concernent pas? Le cycle ignorance, prise de conscience, mise en action est perpétuel, comme un escalier infini qui s'ouvre devant nous. Aujourd'hui, nous sommes toutes et tous sur l'une de ces marches, et un pas nous sépare de la prise de conscience suivante. Moi, depuis quelques mois, je suis sur un nouveau palier. Je travaille sur un projet de lutte contre les discriminations et je prépare pour cet été une journée de sensibilisation au vivre ensemble pour petits et grands. Alors, parce que nous sommes toujours plus avancés que la personne derrière nous, mais moins que celle située sur la marche suivante, je vous propose de gagner du temps en évitant les critiques, le mépris, pour mettre notre énergie au service d'une cause plus grande. Car finalement, ce dont nous avons toutes et tous besoin pour avancer, ce ne serait pas d'un peu plus d'humilité? Merci.